L'administration de l'Italie, laissée pendant des siècles au bon plaisir des prêteurs, n'avait jamais été définitivement codifiée. L'édit perpétuel qui la règle une fois pour toutes date de cette époque de ma vie. Depuis des années, je correspondais avec Salvius Julianus au sujet de ces réformes. Mon retour à Rome activa leur mise au point. Il ne s'agissait pas d'enlever aux villes italiennes leur liberté civile, bien au contraire. Nous avons tout à gagner, là comme ailleurs, à ne pas imposer de force une unité factice. Je m'étonne même que ces municipes souvent plus antiques que Rome soient si prompts à renoncer à leurs coutumes, parfois fort sages, pour s'assimiler en tout à la capitale. Mon but était simplement de diminuer cette masse de contradictions et d'abus qui finissent par faire de la procédure un maquis où les honnêtes gens n'osent s'aventurer et où prospèrent les bandits. Ces travaux m'obligèrent à d'assez nombreux déplacements à l'intérieur de la péninsule. Je fis plusieurs séjours à Baïs, dans l'ancienne villa de Cicéron, que j'avais achetée au début de mon principat. Je m'intéressais à cette province de Campanie qui me rappelait la Grèce. Sur le bord de l'Adriatique, dans la petite ville d'Adria, d'où mes ancêtres, voici près de 4 siècles, avaient émigré pour l'Espagne, je fus honoré des plus hautes fonctions municipales. Près de cette mer orageuse dont je porte le nom, je retrouvai des urnes familiales dans un columbarium en ruine. J'y rêvais à ces hommes dont je ne savais presque rien, mais dont j'étais sorti et dont la race s'arrêtait à moi. À Rome, on s'occupait à agrandir mon mausolée colossal, dont Décrianus avait habilement remanié les plans. On y travaille encore aujourd'hui. L'Égypte m'inspirait ses galeries circulaires, ses rampes glissant vers des salles souterraines. J'avais conçu l'idée d'un palais de la mort qui ne serait pas réservé à moi-même ou à mes successeurs immédiats, mais où viendront reposer des empereurs futurs, séparés de nous par des perspectives de siècles. Des princes encore à naître ont ainsi leur place déjà marquée dans la tombe. Je m'employais aussi à orner le cénotaphe élevé au champ de Mars à la mémoire d'Antinous, et pour lequel un bateau plat venu d'Alexandrie avait débarqué des obélisques et des sphinx. Un nouveau projet m'occupa longtemps et n'a pas cessé de le faire. L'Odéon, bibliothèque modèle, pourvue de salles de cours et de conférences, qui serait à Rome un centre de culture grecque. J'y mis moins de splendeur que dans la nouvelle bibliothèque d'Éphèse, construite 3 ou 4 ans plus tôt, moins d'élégance aimable que dans celle d'Athènes. Je compte faire de cette fondation l'émule, sinon l'égale, du musée d'Alexandrie. Son développement futur t'incombera. En y travaillant, je pense souvent à la belle inscription que Plotine avait fait placer sur le seuil de la bibliothèque établie par ses soins en plein forum de Trajan. Hôpital de l'âme. La villa était assez terminée pour que j'y puisse faire transporter mes collections, mes instruments de musique, les quelques milliers de livres achetés un peu partout au cours de mes voyages. J'y donnais une série de fêtes où tout était composé avec soin, le menu des repas et la liste assez restreinte de mes hôtes. Je tenais à ce que tout s'accordât à la beauté paisible de ces jardins et de ces salles, que les fruits fussent aussi exquis que les concerts, et l'ordonnance des services aussi nette que la ciselure des plats d'argent. Pour la première fois, je m'intéressais au choix des nourritures. J'ordonnais qu'on veillât à ce que les huîtres vinssent du Lucrin et que les écrevisses fussent tirées des rivières gauloises. Par haine de la pompeuse négligence qui caractérise trop souvent la table impériale, j'établis pour règle que chaque mets me serait montré avant d'être présenté, même au plus insignifiant de mes convives. J'insistais pour vérifier moi-même les comptes des cuisiniers et des traiteurs. Je me souvenais parfois que mon grand-père avait été avare. Le petit théâtre grec de la villa et le théâtre latin, à peine plus vaste, n'étaient terminés ni l'un ni l'autre. J'y fis pourtant monter quelques pièces. On donna par mon ordre des tragédies et des pantomimes, des drames musicaux et des athélanes. Je me plaisais surtout à la subtile gymnastique des danses. Je me découvris un faible pour les danseuses au crotale qui me rappelaient le pays de Gadès et les premiers spectacles auxquels j'avais assisté tout enfant. J'aimais ce bruit sec, ces bras levés, ce déferlement ou cet enroulement de voile, cette danseuse qui cesse d'être femme pour devenir tantôt nuage et tantôt oiseau, tantôt vague et tantôt trirème. J'eus même pour une de ces créatures un goût assez court. Les chenils et les haras n'avaient pas été négligés pendant mon absence. Je retrouvai le poil dur des chiens, la robe soyeuse des chevaux, la belle meute des pages. J'organisai quelques chasses en Ombrie, au bord du lac Trasimène, ou plus près de Rome, dans les bois d'Albe. Le plaisir avait repris sa place dans ma vie. Mon secrétaire Onésime me servait de pourvoyeur. Il savait quand il fallait éviter certaines ressemblances ou au contraire les rechercher. Mais cet amant pressé et distrait n'était guère aimé.
Je rencontrais çà et là un être plus tendre ou plus fin que les autres, quelqu'un qu'il valait la peine d'écouter parler, peut-être de revoir. Ces aubaines étaient rares, sans doute par ma faute. Je me contentais d'ordinaire d'apaiser ou de tromper ma faim. À d'autres moments, il m'arrivait d'éprouver pour ces jeux une indifférence de vieillard. Aux heures d'insomnie, j'arpentais les corridors de la villa, errant de salle en salle, dérangeant parfois un artisan qui travaillait à mettre en place une mosaïque. J'examinais en passant un satyre de Praxitèle, je m'arrêtais devant les effigies du mort. Chaque pièce avait la sienne et chaque portique. J'abritais de la main la flamme de ma lampe. J'effleurais du doigt cette poitrine de pierre. Ces confrontations compliquaient la tâche de la mémoire. J'écartais comme un rideau la blancheur du paros ou du pentélique. Je remontais tant bien que mal des contours immobilisés à la forme vivante, du marbre dur à la chair. Je continuais ma ronde. La statue interrogée retombait dans la nuit. Ma lampe me révélait à quelques pas de moi une autre image. Ces grandes figures blanches ne différaient guère de fantômes. Je pensais amèrement aux passes par lesquelles les prêtres égyptiens avaient attiré l'âme du mort à l'intérieur des simulacres de bois qu'ils utilisent pour leur culte. J'avais fait comme eux, j'avais envoûté des pierres qui à leur tour m'avaient envoûté. Je n'échapperai plus à ce silence, à cette froideur plus proche de moi, désormais que la chaleur et la voix des vivants. Je regardais avec rancune ce visage dangereux, au fuyant sourire. Mais quelques heures plus tard, étendu sur mon lit, je décidai de commander à Papias d'Aphrodisia une statue nouvelle. J'exigeais un modelé plus exact des joues, là où elles se creusent insensiblement sous la tempe. Un penchement plus doux du cou sur l'épaule. Je ferai succéder aux couronnes de pampres ou aux nœuds de pierres précieuses la splendeur des seules boucles nues. Je n'oubliais pas de faire évider ces bas-reliefs ou ces bustes pour en diminuer le poids et en rendre ainsi le transport plus facile. Les plus ressemblantes de ces images m'ont accompagnée partout. Il ne m'importe même plus qu'elles soient belles ou non. Ma vie en apparence était sage. Je m'appliquais plus fermement que jamais à mon métier d'empereur. Je mettais à ma tâche plus de discernement peut-être, sinon autant d'ardeur qu'autrefois. J'avais quelque peu perdu mon goût des idées et des rencontres nouvelles, et cette souplesse d'esprit qui me permettait de m'associer à la pensée d'autrui, d'en profiter tout en la jugeant. Ma curiosité, où j'avais vu naguère le ressort même de ma pensée, l'un des fondements de ma méthode, ne s'exerçait plus que sur des détails fort futiles. Je décachetais des lettres destinées à mes amis qui s'en offensèrent. Ce coup d'œil sur leurs amours et leurs querelles de ménage m'amusa un instant. Il s'y mêlait du reste une part de soupçon. Je fus pendant quelques jours en proie à la peur du poison, crainte atroce, que j'avais vue jadis dans le regard de Trajan malade et qu'un prince n'ose avouer parce qu'elle paraît grotesque tant que l'événement ne l'a pas justifiée. Une telle hantise étonne chez un homme plongé par ailleurs dans la méditation de la mort, mais je ne me pique pas d'être plus conséquent qu'un autre. Des fureurs secrètes, des impatiences fauves me prenaient en présence des moindres sottises, des plus banales bassesses, un dégoût dont je ne m'exceptais pas. Juvénal osa insulter dans une de ses satires le mime Paris qui me plaisait. J'étais lasse de ce poète enflé et grondeur. J'appréciais peu son mépris grossier pour l'Orient et la Grèce, son goût affecté pour la prétendue simplicité de nos pères, et ce mélange de descriptions détaillées du vice et de déclamations vertueuses qui titille les sens du lecteur tout en rassurant son hypocrisie. En tant qu'homme de lettres, il avait droit pourtant à certains égards. Je le fis appeler à Tibur pour lui signifier moi-même sa sentence d'exil. Ce contempteur du luxe et des plaisirs de Rome pourrait désormais étudier sur place les mœurs de province. Ces insultes au beau Paris avaient marqué la clôture de sa propre pièce. Favorinus, vers la même époque, s'installa dans son confortable exil de Chios, où j'aimerais assez habiter moi-même, mais d'où sa voix aigre ne pouvait m'atteindre. Ce fut aussi vers ce temps-là que je fis chasser ignominieusement d'une salle de festin un marchand de sagesse, un cynique mal lavé qui se plaignait de mourir de faim comme si cette engeance méritait de faire autre chose. J'eus grand plaisir à voir ce bavard courbé en deux par la peur déguerpir au milieu des aboiements des chiens et du rire moqueur des pages. La canaille philosophique et lettrée ne m'en imposait plus. Les plus minces mécomptes de la vie politique m'exaspéraient précisément comme le faisait à la villa la moindre inégalité d'un pavement, la moindre coulée de cire sur le marbre d'une table, le moindre défaut d'un objet qu'on voudrait sans imperfection et sans tache. Un rapport d'Arien, récemment nommé gouverneur de Cappadoce, me mit en garde contre Pharasmanès, qui continuait dans son petit royaume des bords de la mer Caspienne à jouer ce double jeu qui nous avait coûté cher sous Trajan. Ce roi telé poussait sournoisement vers nos frontières des hordes d'Alains barbares.
Ses querelles avec l'Arménie compromettaient la paix en Orient. Convoqué à Rome, il refusa de s'y rendre, comme il avait déjà refusé d'assister à la conférence de Samosate 4 ans plus tôt. En guise d'excuse, il m'envoya un présent de 300 robes d'or, vêtements royaux, que je fis porter dans l'arène à des criminels livrés aux bêtes. Cet acte peu pondéré me satisfit comme le geste d'un homme qui se gratte jusqu'au sang. J'avais un secrétaire, personnage médiocre, que je gardais parce qu'il possédait à fond les routines de la chancellerie, mais qui m'impatientait par sa suffisance hargneuse et butée. Son refus d'essayer des méthodes nouvelles, sa rage d'ergoter sans fin sur des détails inutiles. Ce sot m'irrita un jour plus qu'à l'ordinaire. Je levai la main pour frapper. Par malheur, je tenais un style qui éborgna l'œil droit. Je n'oublierai jamais ce hurlement de douleur, ce bras maladroitement plié pour parer le coup, cette face convulsée d'où jaillissait le sang. Je fis immédiatement chercher Hermogène qui donna les premiers soins. L'oculiste Capito fut ensuite consulté, mais en vain. L'œil était perdu. Quelques jours plus tard, l'homme reprit son travail, un bandeau lui traversait le visage. Je le fis venir. Je lui demandai humblement de fixer lui-même la compensation qui lui était due. Il me répondit avec un mauvais sourire qu'il ne me demandait qu'une chose, un autre œil droit. Il finit pourtant par accepter une pension. Je l'ai gardé à mon service. Sa présence me sert d'avertissement, de châtiment peut-être. Je n'avais pas voulu éborgner ce misérable, mais je n'avais pas voulu non plus qu'un enfant qui m'aimait mourût à 20 ans.